La Californie va poursuivre en justice l'administration Trump. Selon le gouverneur, la décision du président américain de déployer la garde nationale à Los Angeles était illégale. Benyamin Netanyahou tiendra mercredi une réunion de sécurité sur le nucléaire iranien, à quelques jours d'un nouveau cycle de négociations entre Washington et Téhéran. L'Ukraine subit son bombardement le plus massif depuis le début de la guerre. Près de 500 drones et missiles russes ont visé le pays dans la nuit de dimanche à lundi. Ils y voient un pas incontestable vers l'autoritarisme. Le gouverneur général de Californie, Gavin Newsom, et le procureur général, Rob Bonta, ont annoncé lancer des poursuites judiciaires contre l'administration de Donald Trump. Ils dénoncent notamment la décision du président américain d'envoyer 2000 membres de la garde nationale des États-Unis en Californie contre des manifestants, et ce sans l'aval du gouverneur, du jamais vu depuis 1955. Sur les réseaux sociaux, Gavin Newsom estime que Donald Trump fabrique cette crise et crée la peur pour prendre le contrôle d'une milice d'État et violer la Constitution américaine. Le président américain affirme que les autorités de l'État de Californie sont incompétentes. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster. D'après le procureur général de Californie, c'est la 24e fois que l'État entame des poursuites judiciaires contre l'administration Trump depuis le début du second mandat du républicain. Les heurts ont débuté vendredi à Los Angeles, où réside une importante population hispanique, quand des personnes ont tenté de s'interposer face aux arrestations d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration. Des gardes nationaux ont alors été déployés devant un centre de détention. Ces heurts ont débouché sur 56 arrestations selon la police de la ville, dont 3 des membres ont été légèrement blessés. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou réunira mercredi une réunion de son cabinet de sécurité à propos du nucléaire iranien, à quelques jours d'un nouveau cycle de négociations indirectes entre Washington et Téhéran. Au cours d'un appel de 40 minutes lundi, le président américain Donald Trump a informé Benyamin Netanyahou qu'un accord qu'il qualifie de raisonnable a été transmis aux négociateurs iraniens. Téhéran assure de son côté qu'il proposera bientôt son propre plan à l'autre partie, par l'intermédiaire d'Oman. Plusieurs membres de premier plan du gouvernement israélien seront présents à la réunion de sécurité de mercredi, dont le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre des Affaires étrangères Ron Dermer. Fait rare pour une réunion de haut niveau comme celle-ci, les ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich y assisteront également. Téhéran a annoncé mardi que le prochain cycle de négociations indirectes avec Washington aura lieu ce dimanche à Mascate, la capitale d'Oman. Les États-Unis exigent toujours que l'Iran renonce totalement à l'enrichissement d'uranium. Une demande jugée irrecevable par Téhéran, qui la considère comme contraire au traité de non-prolifération nucléaire. L'Ukraine visée par la plus grande attaque aérienne russe depuis le début de la guerre. L'armée de l'air ukrainienne affirme que Moscou a lancé 479 drones sur le pays au cours de la nuit. À cela sont venus s'ajouter une vingtaine de missiles qui ont visé principalement les régions du centre et de l'ouest de l'Ukraine. Kiev aurait neutralisé la majorité des engins, affirmant que seuls 10 drones ou missiles ont finalement atteint leur cible. Les autorités ont indiqué qu'une personne avait été blessée. L'escalade de ces attaques aériennes coïncide avec une nouvelle poussée des Russes sur les parties est et nord-est de la ligne de front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche en fin de journée que dans certaines de ces zones, la situation est, je cite, très difficile, mais il n'a fourni aucun détail. Jusqu'à présent, les 2 récents cycles de pourparlers de paix directe entre les délégations russes et ukrainiennes à Istanbul n'ont abouti à aucune avancée significative, mis à part des échanges de prisonniers de guerre. L'Ukraine et la Russie ont entamé un nouvel échange de prisonniers à la suite d'un accord conclu lors du 2e cycle de négociations directes qui s'est tenu à Istanbul lundi dernier. Les Ukrainiens reviennent de la captivité russe, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'échange concerne les jeunes soldats de moins de 25 ans et les personnes gravement malades. Les défenseurs de Mariupol, qui ont passé plus de 3 ans en captivité en Russie, font partie des personnes qui sont de retour en Ukraine. Les 2 parties ont également convenu d'échanger les corps de soldats tombés au combat.
Kiev affirme avoir ramené plus de 5000 prisonniers de guerre dans le cadre d'une série d'échanges depuis le mois de mars et continue de proposer à la Russie un échange tous contre tous. De son côté, le ministère russe de la Défense a été moins expansif et s'est contenté, comme à chaque fois, d'un minimum d'images. Dans un communiqué, il a déclaré que les militaires russes libérés se trouvent au Bélarus, où ils bénéficient d'une assistance psychologique et médicale nécessaire avant leur retour prochain en Russie. Un référendum en Italie sur l'assouplissement de l'accès à la citoyenneté et le renforcement de la protection des travailleurs a échoué en raison d'un faible taux de participation. Pour être valide, le vote devait réunir plus de 50% des électeurs, mais les autorités italiennes ont indiqué qu'un peu moins de 30% des inscrits avaient accompli leur devoir électoral à la fin des 2 jours de scrutin. L'une des questions principales du référendum demandait aux électeurs si l'obligation de résidence pour obtenir la nationalité italienne devait être ramenée de 10 à 5 ans. Les 4 autres questions portaient sur des réformes récentes en matière de droits et de protection des travailleurs. Les propositions émanaient toutes des syndicats italiens et des partis d'opposition de gauche. Mais la coalition au pouvoir s'est opposée à ces mesures, certains politiciens incitant les électeurs à ne pas se rendre aux urnes, ce qui a fait chuter le taux de participation en dessous du seuil de quorum. À noter que la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, s'est bien rendue au bureau de vote, mais a délibérément quitté les lieux sans voter. Pékin et Washington s'apprêtent à ouvrir un nouveau cycle de négociations commerciales à Londres, comme convenu par le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors d'un échange téléphonique. À quelques heures des discussions, la Chine révèle que l'achat de ses marchandises aux États-Unis a chuté de 3,4% par rapport à l'année précédente. Si les exportations chinoises sont un peu en deçà des prévisions des économistes, elles restent largement excédentaires. Celles vers l'Asie du Sud-Est et l'Europe ont respectivement progressé de 14,8% et 12% en un an. En juin, les exportations devraient connaître un léger rebond, cette période étant comprise dans les 90 jours de suspension de droits de douane mutuellement imposés par Pékin et Washington. Les marchés intérieurs chinois souffrent également, les prix à la consommation ayant baissé de 0,1% en mai en raison d'une demande atone. À Nice, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le pacte européen pour les océans en ouverture de la conférence de l'ONU sur le sujet. Accueilli par la France, le sommet réunit une soixantaine de pays mobilisés pour protéger un écosystème marin jugé en danger par les scientifiques. We need to protect ocean health and its resources. I mean, we often speak about the fact that the rainforests are our green lungs. If this is the case, our oceans are our veins and our arteries. We cannot live without them. And everything which is flowing through our arteries and our veins, the water, is essential to survive. La stratégie prévoit la révision de plusieurs textes législatifs de l'UE relatifs aux zones maritimes. Elle devrait également stimuler la compétitivité de l'industrie maritime grâce à un nouveau plan pour le secteur. Le pacte devrait déboucher sur une législation spécifique qui sera proposée d'ici 2027, a déclaré Ursula von der Leyen. Enfin, cette dernière a également promis qu'1 milliard d'euros serait alloué à 50 projets dans le monde pour les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. Quatre soldats japonais ont été blessés lundi dans une explosion sur une base militaire américaine de l'île d'Okinawa, dans le sud du Japon. Les soldats travaillaient sur un site où sont stockés des explosifs déterrés sur l'île, qui datent pour la plupart de la Seconde Guerre mondiale. L'un des engins explosifs se serait soudainement déclenché alors que les soldats l'inspectaient sur le site. Il s'agit du premier incident de ce type depuis le lancement, en 1974, de l'unité de neutralisation des munitions non détonées de l'armée japonaise. Des milliers de tonnes de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale sont encore enfouies dans tout le Japon et sont régulièrement déterrées sur des chantiers de construction. Près de 2000 tonnes de bombes américaines se trouveraient toujours sur la seule île d'Okinawa, site de l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale dans la région. En octobre dernier, une ancienne bombe américaine a explosé dans un aéroport du sud du Japon, créant un large cratère et entraînant la suspension de dizaines de vols. C'est un paysage étonnamment désert de monde pour un mois de juin à Santorin.
Pour la première fois depuis la crise du Covid, la plus célèbre des îles grecques connaît une baisse de fréquentation touristique. Les tremblements de terre qui ont secoué Santorin au début de l'année ont dissuadé de nombreux vacanciers de venir y séjourner cet été. Malgré une légère reprise des arrivées ces dernières semaines, l'île est loin d'avoir atteint les records de fréquentation des années précédentes. Been to Santorini years ago and always wanted to come back. And here we are, we finally made it back. Did you hear about the earthquakes earlier this year? We did. They happened, they were over, and we're still coming. It's a beautiful place to come. Earthquakes can't stop you from coming to this beautiful city. Santorini is on our bucket list, somewhere everyone has to go, and it's fabulous. Really good, loving it. Yep. Have you heard anything about earthquakes in the island? Yes, our tour guide told us that there have been earthquakes in the island, and you had lots in February, but it's all good now. Perfectly safe. Santorini's been really, really fun. We've only been here a day, but we woke up really, really early and just had a look at all the shops, the cafes, the restaurants. The view is just amazing from where we're staying. La crise du coût de la vie qui touche l'Europe et les États-Unis impacte aussi Santorin. Les visiteurs, dont le pouvoir d'achat a diminué, se montrent désormais plus prudents dans leurs dépenses. Μία πίτα γύρο, μία κοκακόλα με τα δύο καλαμάκια μέσα να πίνουν και τα δύο μαζί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Φέτος οι επισκέπτες είναι πιο συγκρατημένοι στα έξοδά τους και αυτό φαίνεται όχι μόνο στις κρατήσεις των ξενοδοχείων αλλά και στα γραφικά σοκάκια των ελληνικών νησιών. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οι τουρίστες φέτος ξοδεύουν σημαντικά λιγότερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, τόσο για εστίαση όσο και για αγορές αναμνηστικών ειδών. Από τη Σαντορίνη για το Euronews, η Μέλα του Χτίδου.